Bienvenue à la cérémonie de remise des prix à part entière 2023 qui vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Pour animer cette cérémonie, veuillez accueillir votre animatrice, Madame Ève-Marie Lortie. Bienvenue à la 8e édition du prix à part entière, un prix remis tous les 2 ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Je suis très heureuse de pouvoir animer pour une 2e année consécutive ce bel événement virtuel qui met en valeur les personnes et les organisations qui favorisent la participation sociale des personnes handicapées. Tout de suite, je tiens à remercier le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui est, encore une fois, le collaborateur de cet événement. Le contexte des dernières années a fait en sorte que, lors de la dernière édition du prix, une reconnaissance virtuelle seulement avait pu être offerte aux lauréates et aux lauréats. Mais cette année, la traditionnelle cérémonie de remise de prix a pu avoir lieu en présence au Salon Rouge de l'Hôtel du Parlement. Les lauréates et les lauréats ont donc pu recevoir leur prix des mains du ministre en présence de quelques invités. Alors, vous vous demandez et vous me demandez pourquoi on fait aussi une cérémonie virtuelle. La réponse, c'est pour vous qu'on le fait, pour que vous puissiez découvrir des personnalités, des organisations exceptionnelles qui font vraiment une différence dans la vie des personnes handicapées, de leurs familles et leurs proches. Et c'est aussi pour sensibiliser encore plus de personnes du grand public à l'importance de poser des gestes concrets pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Et parce qu'aujourd'hui, les finalistes, les lauréates et les lauréats sont derrière leur écran, eh bien, gens du public, je vous invite à leur transmettre vos commentaires, vos félicitations en direct et tout ça se passe via le clavardage. Et avant de poursuivre, je souhaite vous présenter celui qui va co-animer avec moi cette belle cérémonie. Il est le directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec, M. Daniel Jean. Bonjour, M. Jean. Bonjour, Ève-Marie. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être à nouveau ici à co-animer la 8e cérémonie de remise de prix. C'est tellement important de mettre en lumière les personnes et les organisations qui œuvrent jour après jour à réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées. C'est vrai que ces gens qui font une réelle différence dans la vie de tellement de personnes handicapées, on les connaît peut-être pas beaucoup et souvent, ce sont des gens qui préfèrent travailler dans l'ombre, mais ce sont des gens qui posent des gestes concrets, qui créent des projets parce qu'elles ont la conviction profonde que c'est ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse participer activement à la société. Effectivement, et c'est pour cette raison que l'Office est toujours tellement heureux de pouvoir rendre hommage, mais surtout de pouvoir reconnaître au grand public, faire connaître au grand public des personnalités, des organisations qui se démarquent. Ève-Marie, depuis la première édition du prix en 2008, l'Office a reçu 1200 candidatures et plus de 150 000 $ ont été remis en bourse. Pour la présente édition, on a reçu 141 candidatures réparties dans 5 catégories. Individus, organismes à but non lucratif, municipalités, MRC et autres communautés, établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative et enfin, entreprises soutenant l'intégration et le maintien d'emploi des personnes handicapées. Chaque année, nous sommes toujours impressionnés par la qualité des dossiers que l'on reçoit. Ça doit effectivement être un grand plaisir de découvrir toutes ces initiatives. Alors, cher public, vous aurez donc l'occasion de découvrir aujourd'hui des histoires qui sont vraiment inspirantes. Des parcours exemplaires et exceptionnels de personnes et des organisations qui font une grande différence dans la vie de personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches. Mais avant de poursuivre, j'invite M. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux, à vous adresser quelques mots maintenant. Je profite de l'occasion pour saluer mes collègues députés, les membres du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec, le porte-parole du prix, les membres du jury, les lauréates, lauréats et finalistes du prix à part entière, ainsi que nos invités du public. Merci d'être présents à cette cérémonie virtuelle qui nous rassemble aujourd'hui. Cette 8e édition du prix à part entière est une occasion unique de mettre en valeur les personnes et les organisations dont les actions font vraiment une différence dans la vie des personnes handicapées. Les actions de tous ceux et celles qui ont soumis une candidature auraient mérité d'être soulignées car chaque geste compte afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées.
Cependant, aujourd'hui, je félicite particulièrement tous les finalistes dont la candidature s'est démarquée par la qualité de leur dossier et la portée de leur engagement. Je tiens à vous rendre hommage. Il faut de l'audace et de la détermination pour voir plus loin que ce qui a déjà été réalisé. Merci à vous toutes et tous pour votre dévouement afin d'accroître la participation sociale des personnes en situation de handicap. Merci de faire du Québec une société inclusive qui permet à chacun et chacune de prendre sa place. En terminant, j'aimerais remercier spécialement mon ami Stéphane Laporte pour sa précieuse implication à titre de porte-parole du prix pour la 6e édition d'affilée. Merci aussi aux membres du jury pour votre contribution, ainsi qu'au personnel de l'Office des personnes handicapées du Québec pour l'organisation de cette 8e édition. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci, Monsieur Carman. Vous savez, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer dans sa communauté pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Certains créent des projets, des programmes, tandis qu'il y en a d'autres qui préfèrent s'impliquer dans des instances de gouvernance. C'est le cas des membres du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec. Oui, en effet. Il faut savoir que le conseil d'administration de l'Office est composé de plusieurs personnes, dont moi comme directeur général. Tous ces administrateurs sont nommés par le gouvernement. Au sein du conseil d'administration, il y a des personnes provenant d'associations de personnes handicapées qui sont représentatives de chaque région du Québec et les différentes incapacités. Sur ces membres, il y a 9 personnes qui sont, lors de leur nomination, des personnes handicapées ou des parents, des conjoints de personnes handicapées. Leur expérience est vraiment précieuse pour enrichir le travail qui est réalisé par notre organisation. Alors là-dessus, j'aimerais vraiment vous présenter la présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec, Madame Frances Champigny. Bonjour, au nom du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec. Je vous remercie à mon tour d'être présent à cet événement important qui vise à reconnaître les personnes et les organisations qui engendrent des changements positifs et concrets dans la vie des personnes handicapées, leurs familles et leurs proches. Je salue tous ceux et celles qui ont déposé une candidature pour cette édition de prix. Merci de continuer à sensibiliser votre entourage, de continuer à partager votre expertise et poursuivre vos efforts pour que les personnes handicapées puissent développer leur plein potentiel et participer activement à la vie en société. C'est en additionnant les efforts de chacune et chacun que nous reparviendrons à créer ensemble une société de plus en plus inclusive. Je vous souhaite une belle cérémonie. Merci beaucoup, Madame Champigny. Et quand on parle d'implication significative, il faut absolument souligner la contribution exceptionnelle du porte-parole du prix à part entière, qui s'implique activement depuis les 6 dernières éditions du prix, en plus d'y apporter sa notoriété. Il s'agit de l'auteur et du producteur, M. Stéphane Laporte. C'est un grand honneur pour moi d'être le porte-parole des prix à part entière, de dire haut et fort à quel point votre contribution, lauréate et lauréat, est essentielle pour le Québec. Grâce à vous, les personnes handicapées ont de plus en plus leur place dans la société. C'est tellement important de faire connaître vos actions pour que le plus de gens possible s'en inspirent et que l'inclusion soit une priorité pour tous et chacun. Bravo à vous et merci pour tout. Voilà, merci beaucoup Stéphane pour ces bons mots. Avant de dévoiler les lauréats et les lauréates de la présente édition du prix, j'aimerais que vous nous expliquiez, Monsieur Jean, de quelle façon les personnes et les organisations lauréates ont été choisies cette année. Eh bien, 141 dossiers de candidatures ont été portés à notre attention, ont été reçus et ont été évalués par un comité à l'Office, un comité interne. Chacune des catégories a fait l'objet d'une analyse vraiment attentionnée. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui se sont impliquées dans ce comité avec beaucoup de minutie et de rigueur. Puis je parle de rigueur parce que chacune des candidatures ont été analysées en fonction de 4 critères. Les 4 critères suivants, la portée du projet et les actions réalisées, leur retombée,
les partenariats et collaborations établis, l'originalité et l'aspect novateur du projet et des actions. Donc, par la suite, un comité de jury externe composé de personnalités représentant chacune des catégories du prix a eu la tâche d'analyser 21 candidatures finalistes. La sélection des lauréates et des lauréats s'est effectuée lors d'une rencontre de délibération que j'ai eu le plaisir d'animer. C'est toujours intéressant de voir toutes ces personnalités défendre les candidatures qui les ont le plus touchées. J'en profite d'ailleurs pour remercier de nouveau chacun des membres de ce comité de jury remarquable qui ont tous grandement contribué au succès de cette édition du prix. Vous nous parlez, M. Jean, d'un jury remarquable. J'aimerais que nous puissions présenter ces personnalités qui ont eu la lourde tâche, je pense, de déterminer les lauréates et les lauréats de la présente édition du prix. En tant que porte-parole du prix, je me sens toujours privilégié de pouvoir siéger sur le jury. Ça me permet d'être aux premières loges des plus belles réalisations qui visent à favoriser la participation sociale des personnes handicapées au Québec. Notre société est belle parce qu'elle est diversifiée. Tous et toutes y ont leur place. C'est pourquoi il est capital que tous les établissements d'enseignement poursuivent leurs efforts pour favoriser la réussite des élèves handicapés. La municipalité, les MRC et toutes les autres communautés du Québec jouent un rôle de premier plan pour améliorer la participation sociale des personnes handicapées sur leur territoire. Comme le montre le prix à part entière, des actions inspirantes peuvent être réalisées pour aménager des lieux et des services accessibles à toute la population, sans exception. Le conseil d'administration de l'Office est vraiment fier de mettre en lumière autant de projets inspirants grâce au prix à part entière. Les petits comme les grands organismes sont importants dans la vie des personnes handicapées, leurs familles et leurs proches. Il est donc important de faire connaître leurs actions et de les faire reconnaître par le grand public. Les employeurs et employeuses du Québec qui mettent en œuvre toutes sortes de moyens pour favoriser l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées doivent être reconnus. Ils doivent être mis en valeur afin d'inspirer de plus en plus d'entreprises à suivre cette voie pour que le Québec devienne une société plus inclusive. C'est vraiment un jury formidable, toutes des personnalités bien ancrées dans leur milieu qui représentent vraiment bien chacune des catégories du prix. Je peux comprendre que les discussions ont pu être animées autour de la table pendant les délibérations. Je comprends aussi que ça n'a pas été facile de faire des choix. Alors, chères spectatrices, chers spectateurs, on est rendu à ce moment où on va vous parler de ces choix. Il est temps de vous dévoiler les lauréats et lauréates de l'édition 2023 du prix à part entière. Pour chacune des catégories, nous vous présenterons d'abord les finalistes. Ensuite, c'est le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carman, qui aura le privilège de dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate. La première catégorie vise à honorer un individu pour l'ensemble de sa carrière. Il s'agit d'une personne qui fait ou qui a fait une grande différence en contribuant à la participation sociale des personnes handicapées. Une bourse de 10 000 $ a été octroyée au lauréat ou à la lauréate de cette catégorie pendant la cérémonie en présence à l'Assemblée nationale. Monsieur Jean, vous avez reçu beaucoup de candidatures pour cette catégorie? Dans cette catégorie, on a reçu 36 personnes qui ont soumis leur candidature. 36 belles candidatures. Oui. Toutes ces personnes qui dédient leur vie à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées auraient mérité d'être reconnues aujourd'hui. Cependant, 5 finalistes qui ont été sélectionnés, ils ont tous un parcours inspirant, même s'ils évoluent dans des milieux complètement différents. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que les finalistes de la catégorie individu sont Michel Lepage, Pierre-Yves Lévesque, Paul Gaudet, Julie Normandin, Richard Saunier.
Je suis heureux de vous annoncer que le lauréat de la catégorie individu est M. Pierre-Yves Lévesque. Monsieur Lévesque, merci d'avoir dédié votre vie à la défense des droits des personnes handicapées. Votre engagement hors du commun a fait en sorte que vous avez grandement contribué à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Félicitations. Catégorie individu, Pierre-Yves Lévesque. Pierre-Yves Lévesque est né avec une paralysie cérébrale. Il a dédié sa vie entière à la défense et à la promotion des droits des personnes handicapées afin qu'elles puissent être mieux incluses. Monsieur Lévesque a notamment fondé l'organisme Nous nous intégrons en commun, désigné ensuite Ex Aequo. Cet organisme, qu'il a dirigé pendant 35 ans, vise à promouvoir l'inclusion sociale des personnes handicapées. Au cours de sa carrière, Pierre-Yves Lévesque a travaillé sur de nombreux dossiers, notamment l'accès aux services de soutien à domicile. Il a aussi œuvré pour l'amélioration du transport adapté, l'aménagement urbain et l'obtention d'une allocation pour les utilisateurs de chiens d'assistance. Il s'est également impliqué dans plusieurs conseils d'administration, dont celui de la Société d'habitation du Québec, du Centre de réadaptation Lucie Bruno et de l'Office des personnes handicapées du Québec comme représentant des organismes de promotion. Monsieur Lévesque est actuellement à la retraite, mais demeure actif comme président de l'organisation Promotion d'intervention en milieu ouvert, PIMO. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux. L'engagement social exceptionnel de M. Lévesque dans la défense des droits des personnes handicapées fait en sorte que l'ensemble des personnes handicapées du Québec ont maintenant accès à de meilleures conditions de vie. Mon nom est Aline Croteau. Je suis administratrice chez PIMO depuis presque 3 ans maintenant. Je connais M. Lévesque depuis au moins 20 ans. C'est une personne profondément humaine. Il est soucieux de tout le monde. M. Lévesque cherche tout le temps à permettre aux gens d'être autonomes, d'être inclus, puis de participer à la vie sociale comme tout le monde. C'est quelqu'un d'excessivement persévérant, parce que des embûches dans sa vie et dans la vie associative, dans toutes les causes qu'il a défendues, il y en a une, puis un autre des embûches. Il y a des gens qui ont lâché le morceau, mais pas lui. Il y a vraiment la défense des droits puis le bien-être des gens. Ça, c'est sa mission qui est tatouée sur le cœur, là. Moi, c'est Sylvie Lévesque, la sœur de Pierre. D'avoir fondé Ex-Aequo et d'avoir fait participer tout le personnel handicapé à la défense des droits, à la défense des droits. Sa plus grande fierté, c'est d'avoir évidemment fondé Nous nous intégrons en commun et Ex Aequo, évidemment, et aussi d'avoir contribué à l'évolution et à la participation de plusieurs personnes qui sont en situation de handicap, qui aujourd'hui peuvent travailler, faire plein de choses qui, à l'époque, étaient beaucoup plus difficiles. Louise Harel, j'ai fait la préface du livre de Pierre-Yves Lévesque, Droit devant. Je le considère vraiment comme un bâtisseur. Parce qu'à l'époque où il est né, il y avait peu de droits, peu d'opportunités. Et Pierre-Yves Lévesque a lui-même construit sa vie comme un citoyen à part entière. Et il est devenu un modèle. C'est un modèle inspirant et il a bâti également pour d'autres. Mais ce qui est absolument inspirant, justement, c'est qu'il a voulu qu'Ex Aequo soit à la fois une association de défense de droits, donc d'action collective, mais aussi d'action personnalisée, c'est-à-dire donc d'offres vraiment de services individuels. Au moment du lancement du livre, j'ai pu me rendre compte à quel point il avait vraiment, depuis des décennies, des gens qui le soutenaient, qui l'appuyaient et qui considéraient qu'il avait été un leader formidable. Mon nom est Sophie Lanto, ancienne directrice générale de Société Logique. Pierre-Yves, c'est quelqu'un de convaincant. C'est un grand leader qui a su rassembler les gens
pour arriver à trouver puis à mettre en œuvre justement les solutions là, qui étaient nécessaires. C'est quelqu'un qui est persévérant aussi et qui n'a pas peur de foncer malgré parfois certaines difficultés. Pierre-Yves nous lègue des réalisations concrètes, des choses vraiment, là, la banque de préposés avec Execo, Habitation Pignon sur Roue, c'est concret, c'est à cause de Pierre-Yves que c'est arrivé. Il a dédié sa vie à la défense et à la promotion des droits et des opportunités pour les personnes qui vivent avec un handicap. Et il a bousculé, c'est sûr, il a dérangé, bien évidemment, heureusement. J'espère que Pierre-Yves Lévesque va continuer encore très longtemps parce qu'on a besoin de lui. Bien, vraiment, quel parcours incroyable. Bravo, Monsieur Lévesque. On a envie de vous applaudir ici en studio encore une fois. Bravo pour tous ces efforts déployés pour défendre les droits des personnes handicapées. Passons maintenant à la catégorie organismes à but non lucratif. Monsieur Jean, est-ce que vous pouvez me parler des organismes qui ont soumis leur candidature pour le prix cette année? Bien, les organismes, cette catégorie-là, les organismes à but non lucratif, est toujours la catégorie où nous recevons le plus de candidatures. Cette année, on en a reçu 79. Ces candidatures proviennent d'organismes locaux et nationaux, ce qui complique un peu la tâche du comité de jury. Ça devient donc très difficile de comparer un organisme bien établi depuis plusieurs années et qui a des grands moyens avec un plus petit organisme qui œuvre dans sa propre localité. Cependant, ce sont toujours les mêmes critères qui sont utilisés pour analyser toutes les candidatures soumises. Parmi les candidatures reçues, 5 finalistes ont été sélectionnés. Et pour cette catégorie, une bourse de 10 000 $ a été octroyée par le ministre responsable des Services sociaux. Donc, dans la catégorie organismes à but non lucratif, les finalistes sont... La Gang à Rombreau, Les Impatients, la Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides, Moelle épinière et Motricité Québec, Réseau de l'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis très fier de vous annoncer que l'organisme qui a été retenu par le jury pour la présente édition du prix est Les Impatients. Je vous félicite pour votre engagement des 30 dernières années auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Pouvoir offrir autant de points de service artistiques dans autant de villes du Québec est très impressionnant. Félicitations pour ce superbe accomplissement. Catégorie organisme à but non lucratif, Les Impatients. L'organisme Les Impatients vient en aide aux personnes vivant avec des problématiques de santé mentale en organisant des activités d'expression artistique. Depuis plus de 30 ans, il offre des ateliers de création comme le dessin, la peinture, la musique, le chant, la bande dessinée et le mouvement corporel. Les ateliers sont conjointement animés par une ou un artiste et une personne qualifiée pour travailler avec une clientèle vulnérable. Les Impatients aident actuellement plus de 900 personnes par semaine dans plus de 24 points de service à travers 15 villes du Québec. Ces personnes sont toujours libres de créer sans contrainte. Elles ont également la possibilité de voir leur travail valorisé par des expositions, des concerts et des publications. L'organisme organise aussi chaque année une exposition en camp appelée « Par le mois d'amour ». Cette dernière met en vente les œuvres des Impatients, d'artistes professionnels et de collections privées. Toutes les activités créées par les Impatients ont pour objectif de permettre aux personnes participantes de s'épanouir, d'échanger et d'améliorer leur santé mentale. L'organisme travaille par le fait même à diminuer la stigmatisation qui est associée à la santé mentale en organisant des activités qui visent à sensibiliser la communauté. Je suis Lorraine Palardy, fondatrice des Impatients. L'approche des Impatients est pertinente depuis 30 ans et je dirais encore plus de nos jours. Je pense qu'il s'agit juste d'ouvrir la télé, d'écouter les nouvelles et de voir la détresse, de voir comment les gens ont besoin d'être ensemble, de créer. Je pense que l'art a un pouvoir extraordinaire. Ce qui me rend le plus fière, c'est que mon fils ait pris la relève. Alors ça,
c'est une évidence, et qu'il le fait de façon aussi passionnée. Et l'équipe grandit, les projets grandissent. Donc, c'est une fierté énorme de voir qu'un projet qui est démarré dans un sous-sol, à Montréal-Est, avec beaucoup d'ambition, pas de moyens, mais beaucoup de rêves, est rendu où est-ce qu'il est rendu. Mon nom est Guy Beaulieu. Mon nom d'artiste, c'est Toby. Moi, je suis arrivé ici après un séjour à l'hôpital. Ça me rend stable dans ma santé mentale. Faire des activités toutes les semaines, être fidèle au poste toutes les semaines, là, ça aide beaucoup. Ça donne un rythme de vie, puis ça fait ventiler l'esprit aussi. Mon nom est Frédéric Palardy, je suis le directeur général des Impatients. La force des ateliers des Impatients, c'est une recette magique d'un endroit sécuritaire, d'un endroit qui fait la promotion de la création sous toutes ses formes, en toute liberté, dans l'acceptation de la personne avant tout. Mon nom, c'est Michel Boucher. Je travaille aux Impatients depuis 1998. J'anime des ateliers libres, depuis plusieurs années. Et puis, on amène les Impatients, on les amène à leur développer l'autonomie, pas à vouloir ressembler à ce que les choses de la société qui les ont mis de côté, souvent les critères. On est ce qu'on est et on va assumer ce qu'on est. Là, c'est vraiment un moyen, c'est pas une fin pour moi. Et ce moyen-là de se tromper sur papier, de se tromper et tout ça, se corriger, eh bien, on peut l'appliquer dans notre vie. L'art, plus que tout, va être un réceptacle, que je dirais, du trop, ou du trop du passé, des personnes qui ont à gérer des trop grandes émotions, des histoires impossibles. Je m'appelle Francine et ça fait au moins 15 ans que je viens ici. Quand j'étais jeune, j'avais des problèmes en santé mentale, ma famille me reniait parce qu'ils étaient mal à l'aise avec ça. Puis ici, j'ai trouvé au contraire de la joie de vivre, j'ai trouvé une vraie famille. On m'accueille, on s'aime beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide avant de venir ici, parce que j'étais seule, déprimée, je me sentais vraiment pas bonne, là. Mais ici, j'ai retrouvé toutes des belles choses. On sort d'ici, là, on est plein de soleil, ça éblouit. Les gens qui travaillent pour les impatients, là, c'est du top on top, là. C'est vraiment merveilleux. Ils ont une patience énorme, un cœur, là, épouvantable. Fait que je suis toujours contente de venir ici, toujours. Je me tanne pas. C'est toujours de la poésie, c'est toujours une vie un petit peu en dehors de la vie, avec toute la sensibilité qu'ils ont. Moi, ça me nourrit. Félicitations à toute l'équipe des Impatients. Des témoignages aussi tellement touchants. C'est vrai que les enjeux de santé mentale sont au cœur des préoccupations actuelles. Des organismes comme les Impatients sont vraiment essentiels pour la communauté. On peut maintenant passer à notre prochaine catégorie, municipalités, MRC et autres communautés. Pour cette catégorie, une bourse de 5 000 $ a été octroyée au lauréat ou à la lauréate. Monsieur Jean, encore une fois, est-ce que vous pouvez nous parler des projets qui ont été soumis dans cette catégorie? Bien, cette année, Eve-Marie, les projets soumis dans les différents dossiers de candidature étaient quand même diversifiés. Plusieurs candidatures présentaient des projets pour que leurs installations pour la communauté soient plus accessibles. D'autres municipalités ont développé leur expertise en matière d'activités inclusives, tandis que certaines ont pris l'initiative de mettre en place des programmes d'intervention auprès des personnes handicapées. Parmi les différents projets reçus, 4 candidatures ont été sélectionnées à titre de finalistes. Ce sont tous des projets inspirants qui pourraient devenir des exemples dans d'autres municipalités et d'autres communautés du Québec. Alors, ensemble, on va découvrir les finalistes de la catégorie Municipalités, MRC et autres communautés. Arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Municipalité de Cap-Saint-Ignace. Ville de Beaconsfield. Ville de Saguenay.
J'ai le plaisir de vous annoncer que la municipalité lauréate de la catégorie Municipalité, MRC et autres communautés est la ville de Saguenay. Je vous félicite d'avoir personnalisé l'accompagnement que vous pouvez apporter aux personnes handicapées grâce à la refonte de votre programme d'intervention en mesure d'urgence. Vous augmentez ainsi le sentiment de sécurité et de confiance de votre communauté. Vous êtes un exemple à suivre pour les municipalités du Québec. Bravo! Catégorie Municipalité, MRC et autres communautés, Ville de Saguenay. La Ville de Saguenay a procédé à la refonte de son programme d'intervention en mesure d'urgence auprès des personnes handicapées vulnérables. Le nom du programme a été modifié pour le programme Secours adapté. Ce programme est gratuit, sécuritaire et confidentiel. Il augmente le sentiment de sécurité et de confiance des personnes handicapées. Il rend accessible un service structuré d'accompagnement en cas d'urgence en adaptant les interventions aux conditions de santé des citoyennes et citoyens inscrits. Dans le cadre de sa refonte, la Ville de Saguenay a modernisé le formulaire d'adhésion au programme. Il est maintenant disponible dans un format informatisé et confidentiel, mais surtout, il est rapide à remplir. La Ville utilise maintenant un nouveau logiciel assurant la confidentialité des données recueillies lors de l'inscription en ligne. De plus, un second logiciel a été installé dans les camions de pompiers. Les outils de communication ont également été révisés afin de mieux rejoindre le public cible. Le programme renouvelé de la Ville de Saguenay a connu un grand succès avec de nombreuses nouvelles inscriptions de la part des personnes handicapées. Valérie Girard, je suis conseillère communautaire au sein du service de la culture, des sports et de la vie communautaire. Le programme Secours adapté, c'est un projet qui a débuté en 2018. À l'époque, on ne rencontrait pas nécessairement les objectifs escomptés en termes de nombre d'inscriptions. Donc, on a formé un comité qui réunissait des organismes et des personnes handicapées. Donc, grâce au conseil des personnes handicapées qui se sont adjoints au projet, on a pu justement améliorer. Donc, on a fait des recherches pour changer le nom du programme. On a également travaillé beaucoup à faciliter l'inscription par le biais d'un formulaire simplifié et qui a été rendu disponible en ligne. Et aussi, on a développé plusieurs outils de promotion et de communication pour bien sûr mieux le faire connaître. Bonjour, je me nomme Jimmy Blackburn, je suis lieutenant-inspecteur enquêteur au service de sécurité incendie de la Ville de Saguenay. Notre rôle en tant qu'équipe pour l'élaboration du programme Secours adapté a été de munir tous nos camions de pompiers de terminaux véhiculaires. Via ces terminaux, on a accès aux informations des gens qui sont inscrits au programme Secours adapté. De cette façon, les pompiers, en se rendant sur les lieux d'une intervention, sont à même d'élaborer des stratégies avant même d'arriver sur les lieux, puis de porter assistance d'une façon plus personnalisée à ces gens-là. Je suis Mme Joanne Derry, puis je suis participante au programme de secours adapté. Mais moi, la première fois que j'en ai eu besoin, j'ai pesé sur mon bouton panique, où ce que je leur ai dit qu'il y avait de la boucane qui sortait du plancher, que j'étais couchée. Ils ont pu savoir comment me sortir. On peut penser que le programme Secours adapté ne sert juste qu'aux incendies, mais c'est beaucoup plus large que ça. Si on a des sinistres imminents qui nécessitent la mobilisation de l'appareil municipal en termes de sécurité civile, on pense par exemple à une évacuation de masse en prévision d'un glissement de terrain, bien, ces informations-là vont nous aider à adapter l'évacuation, mais aussi pour la relocalisation de ces personnes-là. Nous sommes extrêmement fiers de cette réalisation. Tout d'abord, ça nous a permis en fait de sensibiliser la population aux enjeux de sécurité pour les personnes handicapées. Également de sécuriser les familles et les pères aidants pour qui la sécurité de leurs proches est extrêmement importante. Et finalement, d'adapter aussi les interventions de nos premiers répondants aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap, en situation d'urgence bien sûr. C'est vraiment toute la communauté là, qui gagne parce que ça permet à ces personnes-là de pouvoir demeurer en sécurité à domicile beaucoup plus longtemps. Le meilleur conseil que je donnerais à une équipe comme la nôtre pour mettre en place ce service à la communauté, ça serait de miser sur l'humain, sur leurs besoins, sur leur situation. Puis j'ajouterais à ça également que de s'adjoindre une équipe multidisciplinaire avec des gens qui sont en situation de handicap, avec des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, des gens qui côtoient ce genre de personnes afin d'être en mesure d'offrir un service optimal aux personnes en situation de handicap. Le programme de secours adapté, pour moi, c'est important
je me sens plus en sécurité. Julie Dufour, mairesse de la Ville de Saguenay. Les réalisations de Ville de Saguenay, autant actuelles que futures, permettent à toute notre communauté de personnes qui vivent une situation de handicap d'avoir accès aux mêmes services que quiconque, de se sentir un citoyen à part entière. La clé du succès, c'est de travailler en équipe, donc de faire participer autant vos citoyens que les organismes communautaires, le paramunicipal, ainsi que les paliers de gouvernement. Ça fait des solutions qui sont gagnantes pour tout le monde. Félicitations, Ville-Saguenay. Bravo d'avoir mis en place cette initiative parce que c'est tellement important de se sentir en sécurité à la maison, chez soi, surtout si jamais la famille, les amis n'habitent pas tout près. Alors, encore une fois, bravo à toute votre équipe. Nous allons passer maintenant à la catégorie établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative. Pour cette catégorie, une bourse de 5 000 $ a été octroyée à la lauréate ou au lauréat. Quel type d'établissement, M. Jean, pouvait soumettre une candidature dans cette catégorie? Cette catégorie a une portée très large. Oui. Les établissements qui soumettent une candidature peuvent être notamment des établissements de niveau primaire, de niveau secondaire, des établissements d'enseignement et même des centres d'éducation pour les adultes. Donc, parmi les candidatures reçues, 5 ont été sélectionnés à titre de finalistes. Alors, découvrons ensemble tout de suite les finalistes de la catégorie Établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative. Centre La Croisée. Collège Radio-Télévision de Québec. Comité d'implantation des stages de travail adaptés en milieu universitaire à l'UQAR. École secondaire Chanoine-Baudet. Jeunes coopérative ESCL. Je suis heureux de vous annoncer que la lauréate de la catégorie Établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative est l'école secondaire Chanoine-Baudet. Félicitations pour votre grand dévouement à offrir des projets inclusifs à vos élèves en adaptation scolaire. Merci de les aider à participer à la vie étudiante et à développer leur autonomie à travers des activités concrètes qui augmentent chaque jour leur sentiment de fierté. Catégorie Établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative, École secondaire Chanoine-Baudet. L'école secondaire Chanoine-Baudet a créé la fabrique ESCB pour aider ses élèves en adaptation scolaire à se mêler aux autres et à participer à la vie étudiante. Il s'agit d'un plateau de stage axé sur la cuisine qui gère plus d'une quinzaine d'élèves. La fabrique ESCB est une réussite sur tous les angles. Ce sont principalement les élèves handicapés qui s'impliquent dans le fonctionnement de ce service. Toutefois, grâce à ce projet, les élèves et les membres du personnel sont nombreux à manger un repas avant les classes. Quant aux apprentis cuisiniers, ils développent leurs habiletés dans de réelles situations d'apprentissage, en plus de participer aux décisions et aux solutions. Au fil des mois, ils développent une meilleure autonomie. Considérant qu'une quantité importante de nourriture était jetée, un deuxième volet a également été ajouté au projet. Les élèves ont créé des bacs de jardin à partir de palettes de bois recyclées. Ces derniers seront remplis de compost produit à partir des restes alimentaires. Les citoyennes et citoyens auront ensuite la possibilité d'acheter un bac à prix modique. Je suis Laurence Bacard, la directrice adjointe à Chanoine-Baudet, école secondaire de Saint-Pascal. Cette année, à l'école secondaire, nous accueillons 357 étudiants de secondaire 1 à secondaire 5. Nous avons la classe CAF, cheminement d'autonomie fonctionnelle, la classe FPT, formation préparatoire au travail, qui ont participé au projet de la fabrique ESCB. Dans la classe CAF, on a 7 élèves avec des difficultés multiples et un diagnostic de déficience légère à moyenne. Dans la classe FPT, nous avons 10 élèves qui vont s'aligner sur un parcours axé sur l'emploi et qui ont entre 15 et 18 ans avec un niveau académique de niveau primaire. La mission de l'école, c'est sûr que c'est éduquer, mais elle est aussi sociale. Je m'appelle Cynthia Bernier, je suis enseignante titulaire du groupe CAF, qui signifie Cheminement d'autonomie fonctionnelle. Mon rôle, c'est d'amener au maximum les capacités de mes élèves sur le plan social, affectif et scolaire. Et notre but, c'est de les rendre le plus autonomes possible. Il fallait trouver un moyen pour que mes élèves se côtoient les autres, que ce soit
durant les pauses, durant le matin, durant l'heure du dîner. Tu sais, je veux vraiment qu'ils se mêlent aux autres puis que les autres s'habituent aussi à eux, là. Puis avec le bistrot, ça aide à être plus à l'aise avec ces élèves-là. Puis il n'y en a pas de différence, là. Je suis vraiment contente de la réaction de l'école, puis vice-versa. Mes élèves sont aussi moins gênés de côtoyer les autres. J'ai des élèves qui ne voulaient jamais monter en haut durant les pauses parce qu'il y avait trop d'élèves. Puis maintenant, ils viennent, là, puis il n'y en a plus de problème. Je m'appelle David, je suis stagiaire de FIC ESCB. Je fais la cuisine pour être plus autonome dans ma vie adulte. Mélanie Dumelfort, j'aime cuisiner, fouiller, m'échec. Je suis toujours sérieuse, je travaille bien. J'aime ça. Je m'appelle Élise Thériault, je suis étudiante à l'école Chanoine Baudet de Saint-Pascal. Ça m'a ouvert une porte quand j'ai commencé mon nouveau stage. Je suis aide cuisinière, puis je sers les clients, je remplis les assiettes, je fais la préparation de la nourriture de la semaine prochaine. À travers ce projet-là, les élèves travaillent leurs habiletés dans de réelles situations d'apprentissage. Par exemple, lorsqu'on va à l'épicerie acheter la nourriture, quand on fait la promotion des produits qu'on veut vendre, quand on compte l'argent de nos profits, ou encore plus un aspect environnemental, quand on récupère les restants de table pour faire du compost. Je m'appelle Alexis Drapeau, j'aime cuisiner, j'aime aussi travailler dans les outils à l'atelier en bois. Jeanne Lévesque, éducatrice spécialisée à l'école secondaire Chanoine Baudet. Grâce à ce projet-là, l'intégration se fait plus naturellement. C'est plus juste l'enfant avec une étiquette, c'est l'enfant qui fait autre chose, qui a une personnalité, qui est capable de faire ça. Puis c'est surtout là, quand ils sortent en dehors du plateau de stage, mais c'est les élèves qui le reconnaissent, ils disent « Hey Jordan » ou « Hey Alexis ». Puis tu sais, c'est un sentiment de fierté de se faire reconnaître, de se faire saluer. Puis, tu sais, de voir qu'ils ont une place au sein de notre école. L'équipe de Chanoine Baudet a de très, très belles valeurs qui sont intégrées dans ce projet au niveau de la bienveillance, de la coopération, de la collaboration. Jeunes et adultes les intègrent dans tous les faits, dans les gestes et les paroles au quotidien dans l'école. Je crois que c'est important de continuer d'avoir des projets comme ça, parce que c'est un travail de société pour leur donner la place qui leur revient, puis que c'est des gens qui sont tellement chaleureux, tellement joyeux que, tu sais, ils peuvent nous apporter vraiment beaucoup. Mais moi, j'applaudis encore. Franchement, bravo, quelle belle école. C'est beau ce que vous avez mis de l'avant. C'est touchant aussi de voir à quel point cet établissement scolaire multiplie toutes les occasions pour que les élèves handicapés puissent côtoyer les autres élèves. C'est touchant de voir qu'on met vraiment en œuvre à cet endroit-là tout pour aider les élèves dans leur développement, développer leur plein potentiel. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. C'est notre dernière catégorie maintenant, celle des entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées. C'est une catégorie qui s'adresse aux entreprises du secteur privé qui embauchent des personnes handicapées dans un milieu de travail régulier. Cette catégorie, Monsieur Jean, je pense qu'elle est en lien directement avec la campagne de l'Office qui fait la promotion de l'emploi chez les personnes handicapées. Effectivement, oui, hein? Le travail est un volet vraiment important en ce qui concerne la participation sociale des personnes handicapées. C'est pour cette raison que l'Office, depuis 5 ans maintenant, mène une campagne annuelle de promotion. Elle met en valeur le thème de l'emploi chez les personnes handicapées. Ces personnes représentent une main-d'œuvre qui est qualifiée et les employeurs et les employeuses du Québec ont une responsabilité sociale pour soutenir l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Il faut retenir aussi qu'il y a 400 000 personnes handicapées qui travaillent actuellement au Québec. Donc, hein, on réussit. C'est précieux, hein? On avance, vraiment? On avance oui, dans la bonne oui. direction. Il faut, dans le fond, continuer absolument aller dans ce sens-là. Il faut absolument que leurs expériences soient partagées pour pouvoir être imitées. Donc, parmi les candidatures reçues dans cette catégorie, 2 d'entre elles ont été sélectionnées à titre de finalistes. Et pour cette catégorie, une bourse de 5 000 $ a été octroyée à l'entreprise lauréate par le collaborateur de l'événement, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. C'est donc Mme Catherine Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, qui aura le privilège de dévoiler l'entreprise lauréate. Les finalistes de la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées » sont
Coopérative de consommation de l'île d'Anticosti. Hôtel Fairmont de l'Est du Canada. Kwekwe, bonjour. Je suis très heureuse de prendre part à la remise des prix à part entière. C'est une cérémonie qui permet de récompenser les personnes et les organisations qui montrent une vraie volonté d'ouvrir de nouveaux horizons, qui créent des opportunités pour les personnes handicapées et pour toute notre société par le fait même. À titre de ministre de l'Emploi, je crois profondément qu'on doit continuer de trouver des moyens de faire appel à tous nos talents de toutes les régions du Québec. C'est pour moi une priorité. Aujourd'hui, je suis très heureuse de présenter le lauréat dans la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées ». Je tiens d'ailleurs à saluer toutes les entreprises, dont celles qui ont soumis leur candidature dans la présente catégorie, qui ouvrent leurs portes à la diversité. Vous êtes des exemples à suivre. C'est avec fierté que je remets la bourse de 5 000 $ de mon ministère aux hôtels Fairmont de l'Est du Canada. Toutes mes félicitations et merci pour ce que vous faites. Merci de faire la différence. Catégorie Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées, Hôtel Fairmont de l'Est du Canada. Les hôtels Fairmont de l'Est du Canada souhaitent s'engager à améliorer l'expérience client des personnes autistes et de leurs familles. De plus, ils croient avoir la responsabilité de contribuer au progrès social et économique de leur communauté en créant des voies d'accès à l'emploi. C'est la raison pour laquelle ils ont lancé une initiative d'embauche inclusive en collaboration avec l'école Apache Géant Montréal, qui est un chef de file mondial de l'éducation et de la formation professionnelle en autisme. Les hôtels Fairmont de l'Est du Canada sont les premiers hôtels de la province et du Canada à avoir développé un programme de soutien complet ciblant spécifiquement le personnel ayant un trouble du spectre de l'autisme. Lors de la mise en place de ce projet, ils ont rapidement réalisé le potentiel et les avantages de l'embauche de personnes autistes dans leur industrie. Bien que leur projet en soit encore à ses débuts, il a déjà permis l'embauche de 3 personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. 3 autres personnes ont aussi intégré un programme de formation professionnelle qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires à leur emploi. L'objectif de ce projet pilote est d'étendre cette initiative à d'autres établissements Fairmont du Québec et du Canada. Mon nom est David Connor. Je suis le directeur général du Reine-Élisabeth dans des hôtels Accor et spécifiquement dans l'Est du Canada pour tous nos hôtels Fairmont et Sofitel. La décision d'aller et travailler avec du monde qui sont autistes, c'était très facile. Simplement, il y avait un manque dans la communauté pour aider cette communauté et nous, on avait un manque d'employés crédibles qui étaient prêts à travailler. Je m'appelle Anne-Marie John, je suis directrice générale du Fermont-Tremblant. Il y a un taux de chômage pour les adultes sur le spectre qui est à 86 %. La force des adultes sur le spectre autisme, ils sont extrêmement fiables, honnêtes, ils amènent une bonne productivité au travail. Ils ont tellement une influence positive à tous les collègues dans un milieu de travail. Mon nom est Madeleine Laperrière, je suis gérante expérience collègue au Fairmont Lorraine-Élisabeth. Présentement, à l'emploi, nous avons 3 personnes qui ont le spectre de l'autisme qui travaillent ici à l'hôtel dans notre département de la buanderie. Pour une personne autiste, on a certains accommodements qui sont disponibles et nous y allons un peu au besoin. Donc, certaines personnes vont peut-être avoir besoin d'accompagnement lors de l'entrevue. C'est pourquoi on fait appel avec l'organisme Apache Géant qui peut fournir ce type d'accompagnement-là. D'autres personnes nous demandent d'être accompagnées de leurs parents, de leurs conjoints. C'est quelque chose qu'on accommode avec le plus grand plaisir. Pour nous, ce qui compte, c'est le talent et non pas la tolérance au stress lors d'une entrevue, définitivement. L'engagement de nos collègues autistes est remarquable, et bien au-dessus de la moyenne de nos collègues. Bien qu'on ait une équipe très engagée, très motivée, très fière de travailler ici, on a remarqué une certaine différence, une certaine coche au-dessus de nos collègues qui apprécient qu'on leur donne une chance dans un milieu qu'ils n'auraient peut-être pas pensé qu'il était aussi ouvert. Mon nom est Dylan Talbot. Je travaille à l'hôtel Fairmont Lorraine-Élisabeth à la buanderie. Pourquoi je suis heureux de travailler ici? Tout le monde est gentil, personne n'est désagréable. Mon nom est Derek Selwood. Je travaille ici comme préposé à la buanderie. Je faisais partie du programme Polaris. J'ai été tellement impressionné parce que j'ai vu que j'ai tout de suite su que
C'est ici que je devais travailler. Je savais que c'était l'endroit idéal pour moi. André Pereira, directeur marketing communication chez Appat Géant. Notre rôle en tant que partenaire, c'est vraiment d'accompagner les hôtels Fairmont dans leur cheminement vers des embauches inclusives. Je crois que l'initiative avec Fairmont va non seulement inspirer d'autres dans le secteur du tourisme et dans d'autres secteurs à regarder vers l'embauche inclusive, mais ça va donner des opportunités, des occasions des personnes autistes d'avoir non seulement un emploi, mais de faire partie d'un groupe, d'avoir des collègues, des responsabilités et se sentir important dans la société comme tout le monde. J'ose croire que notre participation va ouvrir des portes, va montrer le chemin à d'autres entreprises qui pourraient faire la même chose. Étonnamment, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que ce qu'on pourrait le croire. Lorsqu'on est bien entouré, bien conseillé, on est capable de parcourir des nouveaux chemins et se montrer plus inclusif, plus accueillant. Félicitations aux hôtels Fairmont de l'Est du Canada. Vous faites toute une différence dans votre communauté. Il y a vraiment de quoi être fier. Monsieur Jean, encore une fois, cette année, compte tenu de la qualité et la quantité aussi des candidatures reçues, je suis certaine que le jury a eu du mal à trancher pour ne choisir qu'un seul lauréat ou rien qu'une lauréate dans cette catégorie. Ça a vraiment dû être du gros travail. Oui, c'était un gros travail et le comité, les membres du comité de jury ont longuement délibéré sur les différentes candidatures finalistes. Une catégorie a particulièrement nécessité de plus longues délibérations. Les jurys membres en sont venus à la conclusion qu'ils devaient retenir une candidature supplémentaire à titre de coup de cœur. Et ce lauréat coup de cœur s'est vu remettre une bourse de 5 000 $ lors de la cérémonie en présence à l'Assemblée nationale. Je suis ravi d'avoir la chance de dévoiler le coup de cœur du jury. Il s'agit de Michel Lepage. Monsieur Lepage, merci d'avoir travaillé sans relâche depuis votre plus jeune âge à la défense des droits des personnes sourdes. Votre importante contribution à promouvoir l'accès à une éducation inclusive a fait toute la différence pour la communauté sourde du Québec. Vous êtes une véritable source d'inspiration. Félicitations. Mention coup de cœur du jury, Michel Lepage. Michel Lepage est un militant des droits des personnes sourdes. Il s'est toujours battu pour améliorer leur qualité de vie. Il souhaitait leur donner des chances égales dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle. Ayant lui aussi une surdité, Michel Lepage est aujourd'hui éducateur, formateur, conférencier et coach. Il œuvre également en tant que travailleur social au Centre intégré de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal. Il travaille au service de première ligne pour les personnes sourdes et malentendantes. Michel Lepage est à la fois fondateur du Comité des étudiants sourds de l'École Lucien-Pagé à Montréal et cofondateur de l'Association des étudiants sourds de l'École Charlebourg à Québec. Il est également le fondateur de l'Association québécoise des étudiants sourds et malentendants au poste secondaire. Michel Lepage a toujours travaillé afin que les personnes sourdes aient accès à des services en langue des signes. Sa contribution exemplaire et ses initiatives audacieuses ont permis de rendre accessibles les études supérieures à de nombreux jeunes ayant une incapacité auditive. Ces actions diminuent aujourd'hui les obstacles à leur embauche et facilitent leur entrée sur le marché du travail. Bonjour, mon nom est Michel et mon nom de famille Lepage. Mon nom signé, Michel Lepage. Il y avait une manifestation, parce qu'on refusait d'entrer dans l'école parce qu'il n'y avait pas d'interprète. Le directeur me disait, on n'a pas d'argent pour mettre des interprètes dans toutes les classes, c'est comme ça. Donc, il faut que tu t'habitues plus tard à ne pas avoir d'interprète, parce que plus tard, sur le marché du travail, il n'y aura pas d'interprète. On avait accès à ce qu'on appelle un tuteur qui m'expliquait ce que le professeur avait dit en classe. Donc, il fallait qu'après le cours, j'ai à peu près la même période de temps avec un tuteur qui me réexpliquait ce que le professeur avait dit.
J'avais comme une espèce de rage de voir, j'avais comme un moteur à l'intérieur de moi qui me disait, il faut faire quelque chose. Puis l'éducation, c'est pas un jeu, donc il fallait vraiment que je m'implique. Mon nom est Paul Boursier et mon nom signé est Paul Boursier. On a travaillé beaucoup ensemble pour revendiquer l'accès à des services d'interprétation dans les écoles. Une personne sourde a des capacités autant que les personnes entendantes. Donc d'aller aux études, de faire des études supérieures. Au Québec, avant 82, c'était impossible. Je crois que sa qualité majeure est de croire en ses rêves, même si ça semble impossible, d'y croire pareil. Si on avait dit qu'un garçon de 16 ans pouvait convoquer une conférence de presse, puis que le lendemain, à la télévision, dans les journaux, il y avait des photos de cet entretien-là, tout le monde disait, non, c'est impossible. Il l'a fait. Mon nom est Dominique Lemay et c'est mon nom signé. Mon travail, je suis éducateur en LSQ. Michel avait mis sur pied ce camp destiné aux jeunes sourds. Ça a été un grand défi pour nous, les jeunes. L'importance d'être bien avec notre identité. Être capable d'affronter les défis que la vie nous réserve. Ça prend toujours un qui ouvre le chemin, qui permette aux autres de cheminer aussi. Je suis Alain Martel, j'ai été psychoéducateur pendant 35 années à l'Institut Raymond Dewar. Moi, quand j'ai commencé à l'Institut Raymond Dewar, les petits, les jeunes enfants sourds, là, il y en avait plusieurs qui croyaient qu'en devenant adulte, on devenait entendant, parce qu'ils ne voyaient jamais d'adultes sourds dans leur environnement. Jamais. Fait que je pense qu'une des grandes réalisations de Michel a été de se battre pour obtenir des services d'interprétariat pour les étudiants sourds qui communiquaient en langue des signes. Il y a plein de professionnels qui, par la suite, ont pu travailler, entre autres à l'Institut Raymond Dewar, comme dans toutes sortes de titres, comme éducateur, comme ergothérapeute, comme psychoéducateur, tout ça. Bien, c'est grâce à cet accès-là à l'éducation. Sans cet accès-là, ça n'aurait pas été possible. On ne devient pas entendant quand on devient adulte, mais on peut devenir quelqu'un, ce qu'on veut. Voilà, ça fait toute la différence. Je suis Marquise Lepage et j'ai la chance d'être aussi la sœur de Michel Lepage. Les résultats des démarches, surtout de Michel, étaient nécessaires à l'époque, puis elle l'est tout autant maintenant, c'est-à-dire c'est même aberrant qu'on était encore à ce niveau-là, à cette époque-là, de ne pas permettre à tout le monde d'être des citoyens comme tous les autres et d'avoir accès à l'éducation après l'âge de 15 ans, c'est aberrant. Et maintenant, on ne peut même pas imaginer retourner en arrière. Ça a donné des élans à des gens qui disaient, bon, on peut oser demander des choses parce que, dans le fond, quand c'est juste, on peut nous écouter. Il y a des oreilles dans les ministères qui peuvent nous aider à faire des choses pour améliorer nos conditions de vie. Je trouve que c'est un grand modèle pour tout le monde. Effectivement, c'est un leader exceptionnel. Félicitations, Monsieur Lepage. Vous êtes vraiment, vraiment une personne inspirante. Vous savez, l'édition 2023 de la cérémonie du prix à part entière est une édition spéciale parce qu'elle marque la toute première édition du prix Laurette Champigny-Robillard. Le prix Laurette Champigny-Robillard, c'est un prix d'envergure qui est entièrement géré par le conseil d'administration de l'Office. Un prix qui vise à rendre hommage à une personne handicapée dont les actions et le parcours sont exceptionnels, exemplaires et inspirants. Le nom de ce prix a été choisi en l'honneur de la toute première présidente directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec. En effet, Eve-Marie, Madame Laurette Champigny-Robillard a été une pionnière sur plusieurs plans. Elle a, entre autres, été la première présidente du Conseil du statut de la femme et, comme tu l'as mentionné, la première présidente directrice générale de l'Office. Elle a mis en place la structure et les fondements de l'Office. Elle a précisé le rôle ainsi que ses pôles d'intervention. Elle a joué un rôle
déterminant pour établir les relations partenariats avec nos différents acteurs et pour faire avancer les connaissances concernant la situation des personnes handicapées. Et il y a eu un moment bien précieux, je pense, lors de la cérémonie à l'Assemblée nationale avec les lauréats. Vous avez eu la chance d'accueillir Chantal, Christine et Josée Robillard. Ce sont 3 des filles de Mme Laurette Champigny-Robillard. Oui, nous tenions à ce que la famille de Mme Laurette Champigny-Robillard soit présente afin de rendre hommage au legs inestimable de cette grande dame qui est décédée le 8 juillet 2019. Et pour donner une couleur unique à ce prix prestigieux, l'Office a fait appel à un artiste sculpteur, membre du Conseil de la sculpture du Québec, pour créer le trophée de ce nouveau prix. Oui, M. Luc Boyer, artiste sculpteur, était également présent lors de la cérémonie. Il nous a présenté avec tellement de passion son œuvre. C'était fascinant. Alors, sans plus tarder, j'invite la présidente du conseil d'administration de l'Office, Mme Francis Champigny, à dévoiler le nom de la personne lauréate. Je suis fière de dévoiler le nom du premier lauréat du prix Laurette Champigny-Robillard. C'est un honneur pour tous les membres du conseil d'administration de l'Office de pouvoir décerner ce prix à une personne handicapée qui a eu un parcours vraiment exceptionnel, une personne qui a grandement participé à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. C'est une personne qui ne s'est jamais laissée imposer des limites, une personne qui a cru en sa mission, une personne dont les actions rayonnaient partout à travers du Québec et à l'extérieur du Québec. De manière unanime, le conseil d'administration d'Office a choisi de décerner le tout premier prix Laurette Champigny-Robillard à mon ami, M. André Leclerc. Félicitations! Prix Laurette Champigny-Robillard, André Leclerc. André Leclerc est né avec une paralysie cérébrale à la suite d'une erreur médicale. Sa vie a été ponctuée par plusieurs combats pour arriver à mener une vie presque normale. Plusieurs stages en réadaptation physique lui ont permis d'apprendre à manger par lui-même, à boire, à s'habiller, à se laver et à se déplacer. Malgré les propos décourageants de son entourage, il a accompli avec succès son plus grand rêve, celui de se marier, d'avoir des enfants et d'occuper un emploi. André Leclerc a toujours eu de grandes ambitions. C'est pourquoi, en 1979, il a fondé l'organisme Kéroule, qui vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes ayant une incapacité physique. Cette organisation connaît aujourd'hui une notoriété au Québec et ailleurs dans le monde. Reconnu pour son leadership et sa détermination hors du commun, M. Leclerc a organisé, en collaboration avec le Conseil exécutif du gouvernement du Québec, plusieurs rencontres ministérielles qui avaient pour objectif de prendre des engagements concrets concernant l'accessibilité. En plus d'être l'instigateur du programme d'accessibilité des établissements touristiques, il a rendu possible la publication d'une plateforme et d'une brochure Le Québec accessible, qui sont des outils de planification de vacances accessibles au Québec. Autrefois membre du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec, M. Leclerc a également su démontrer que les personnes handicapées peuvent contribuer à la gouvernance de services publics. Le parcours exceptionnel et inspirant de ce pionnier de l'accessibilité permet aujourd'hui à de nombreuses personnes d'accéder à des lieux et à des infrastructures touristiques et culturelles partout à travers le Québec. Comme l'indique le nom de sa biographie parue en 2020, pour André Leclerc, tout est possible. René Kirouac, André Leclerc, m'a demandé de rédiger sa biographie. Rapidement, j'ai découvert un homme hors du commun. Avec son handicap, il ne s'est pas laissé emprisonner ni limiter, mais il s'est basé sur son handicap pour réaliser sa mission, c'est-à-dire rendre le monde plus accessible. André Leclerc. Ma plus grande réalisation, c'était de fonder Kéroule. Puis Kéroule répondait à un besoin. Quelques minutes commencé Kéroule. On ne croyait pas, mais parce que le tourisme, c'était pas priorité.
incarnant la persévérance. J'ai réussi à convaincre le ministère du Tourisme à nous reconnaître. Caroline Proulx, je suis ministre du Tourisme, responsable de la belle région de la Nodière. Très heureuse de m'adresser à vous pour vous parler de quelqu'un qui m'est très précieux, André Leclerc. Bien, dès que j'ai fait la rencontre d'André ici, comme à titre de président, directeur général de Kéroul, à mon arrivée ici au ministère, j'ai vu sa ténacité, sa volonté, son éloquence, surtout sa conviction qui m'a profondément frappée, mais surtout touchée. Dans les faits, j'ai eu un énorme coup de cœur pour André. Et au fur et à mesure qu'on découvre la feuille de route de cet homme-là, bien, on réalise que c'est 40 ans de militantisme de la part d'André qui agit pour construire un Québec qui est de plus en plus accessible. Pour lui, le mot « impossible » existe tout simplement pas. C'est sans contredit une grande source d'inspiration pour notre industrie puis pour tout le Québec. Mon nom est Hélène Ménard, je suis directrice finance et administration chez Kéroul. C'est une personne qui était très chaleureuse. C'est une personne qui était un visionnaire, qui avait beaucoup d'humour. Alors, c'était toujours intéressant pour les partenaires, pour les personnes qu'il rencontrait, de passer du temps avec André parce qu'il réussissait à les convaincre de ses idées. Et toujours avec de l'humour, fait que les gens repartaient toujours du bureau avec un grand sourire. Puis tout le monde était comme content d'avoir rencontré André parce que je dirais que ça avait changé quelque chose dans leur journée d'avoir rencontré André. Je m'appelle Guylaine Imbaud. Je suis la compagne d'André depuis 17 ans. C'est un fonceur, il est persévérant. Il a beaucoup travaillé dans sa vie, malgré ses incapacités. Il lâche pas. Il dit d'ailleurs souvent ça, puis il dit souvent aux autres aussi. Lâche pas. Ouais, fait que je pense que c'est sa plus grande force. Ouais. Il est tenace, André. Je m'appelle Guillaume Leclerc-Ménard, le fils d'André. Qu'est-ce qui m'inspire le plus chez mon père? Ça serait sa ténacité à toujours aller de l'avant. À travers la multitude de ses projets, je veux dire, mon père touchait à beaucoup de choses par rapport au tourisme qui a aidé beaucoup de gens à travers un système qui répondait peut-être pas à leurs besoins, à changer les standards. Nadia Leclerc-Ménard, fille d'André Leclerc. Les forces de mon père, c'est vraiment là, au niveau de créer un réseau autour de lui facilement. Il y a une capacité à attirer les gens autour de lui. Mon père, c'est vraiment quelqu'un de persévérant, de fonceur, de charismatique, qui sait prendre sa place dans un environnement. C'est un entrepreneur. C'est pas rien d'avoir mis sur pied une organisation qui a traversé les années, qui a célébré 40 ans, qui en est à sa 43e année et plus, et qui lui a survécu. Et ça démontre des qualités exceptionnelles. Félicitations, Monsieur Leclerc. Votre ténacité, votre vision m'impressionne grandement. Ce prix Laurette Champigny-Robillard, vous le méritez pleinement. La remise des prix à part entière 2023 tire maintenant à sa fin, Monsieur Jean. La rediffusion de la cérémonie, les vidéos de présentation des lauréats et des lauréates seront disponibles à partir de demain sur le site web de québec.ca dans la section dédiée aux prix à part entière. Ça a été un plaisir, Monsieur Jean, de co-animer encore une fois à vos côtés. Vous travaillez dans un milieu qui est exceptionnel, un milieu riche, un milieu humain qui fait toute la différence pour les personnes handicapées, leurs familles et leurs proches. Merci à vous, spectateurs, spectatrices. Merci d'avoir participé à l'échange d'aujourd'hui. Je souhaite que les projets, les actions qui vous ont été présentées vous inspirent au quotidien, vous inspirent à poser des gestes pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Là-dessus, je vous dis bonne fin de journée.